Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de suivre votre magazine de décryptage d'informations politiques, Carrefour d'analyse, dans son énième numéro qui va vous proposer le décryptage ou le décodage des grandes informations d'actualité en République démocratique du Congo. Et pour ce numéro beaucoup plus spécial, nous allons revenir sur la question qui concerne l'élection de gouverneurs dans 21 provinces démembrées de la République démocratique du Congo. Nous allons également faire le point sur la question du dialogue, mais aussi le récent séjour de Ban Ki-moon en RDC. Voilà donc le gros de ce magazine. Nous avons le plaisir de vous présenter. Deux invités sont avec nous. L'opposition est représentée par M. Adelar Koufi. M. Adelar, bienvenue. Merci beaucoup, M. José. Merci. Je voudrais saisir cette opportunité pour vous remercier pour cette tribune libre que vous m'offrez. Et puis, bon, remercier aussi les téléspectateurs qui sont toujours disposés à nous suivre. Merci. La majorité, c'est M. Roger Matesso. Il est cadre du PPRD, communicateur de la majorité présidentielle. M. Roger, bienvenue. Merci, M. Josué. Merci, José. Bonsoir à Koufi et bonsoir à tous les téléspectateurs qui nous suivent en ce moment. Merci beaucoup pour la énième occasion que vous nous offrez de nous exprimer devant nos nombreux téléspectateurs que nous aimons bien. Bien, avec vous, M. Roger, on va débuter ce magazine. La première question, elle concerne l'élection des gouverneurs. Les hostilités ont été finalement lancées. L'élection devra intervenir ce mois de mars. Alors, au niveau de la majorité, le constat qui se dégage, c'est qu'il y a eu des candidats qui ont été déclassés au niveau de la course, d'ailleurs des indépendants. Alors, comment vous expliquez le fait que la majorité de ces candidats, ceux qui ont eu des ambitions politiques au niveau interne, les ont exprimés en étant indépendants, et vous écrivez à la CENI de pouvoir les invalider? Votre lecture. Merci, messieurs les journalistes. Disons d'abord qu'à titre de rappel, cette élection fait suite à l'arrêt de la Cour constitutionnelle du 8 septembre 2015, l'arrêt qui donnait l'ordre au gouvernement d'organiser per face néfaste les élections des gouverneurs avant toute autre échéance électorale. Alors, les deux verrous majeurs ayant sauté, les deux verrous, c'est-à-dire la mise à disposition à la CENI de moyens adéquats pour l'organisation de ces élections et la réactivation des assemblées provinciales, les deux verrous, disais-je, ayant sauté, la CENI avait maintenant la possibilité d'organiser ces élections. C'est ainsi qu'elle a promulgué le calendrier qui prévoit l'élection de ce gouverneur le 26 mars 2016. Pour aborder votre question, je dirais d'emblée que cette question de l'invalidation de certaines candidatures de la majorité, voulez-vous savoir, fait suite encore une fois à l'application scrupuleuse des lois qui régissent les partis politiques et qui régissent même l'organisation des élections en République démocratique du Congo. En ce qui concerne les partis politiques, vous savez, lorsque je passe sur ce plateau de télévision de la RTIV, au nom où je me présente comme PPRD, c'est que je détiens des preuves selon lesquelles j'appartiens réellement à cette formation politique. Et cela étant, je suis donc lié au statut, au règlement, à la discipline de ce parti politique. Il est dès lors aberrant que je me déclare indépendant alors que je n'ai pas encore coupé les cordons ombilicaux qui me lient à cette formation politique. Mais pour raison d'ambition, M. Roger, vous pensez qu'en étant indépendant, si le cordon n'est pas lié, on ne peut pas se présenter à une élection? Messieurs les journalistes, c'est ce que je suis en train d'expliquer. Si vous me laissez une minute, allez-y, vous comprenez. Allez-y dans la minute. Oui. Alors, le débat ici, c'est un débat purement contextuel et conceptuel
et non fondamental. Tout est un problème de comprendre le mot indépendant. Qu'est-ce que le mot indépendant veut dire? Indépendant, c'est tout simplement le contraire de dépendant. Lorsque je suis indépendant, c'est-à-dire je ne suis pas lié, je n'ai pas d'obligation vis-à-vis de quelqu'un, je n'ai pas de compte à rendre, des relations contractuelles avec quelqu'un. C'est là où je peux me prévaloir de cette qualité d'indépendance. Mais dès lors que je n'ai pas rompu d'une manière formelle ce lien qui me lie au statut du PPRD, ce lien qui me lie à la discipline du PPRD, je suis obligé de m'y soumettre. Et si je fais autre chose, le PPRD est en droit de me remettre sur les rails. En justice. Michel Koufi Adela, vous avez suivi tout ce qui se passe au niveau de la majorité en ce qui concerne l'élection de gouverneur. Il y a eu une série de candidatures invalidées. Quelle lecture faites-vous à propos en tant que tel? Bien, merci beaucoup, M. José. Je crois que même si aujourd'hui nous sommes appelés à émettre un point de vue à ce sujet, c'est vrai que nous le faisons, mais peut-être avec la monte dans l'âme. Mais au moins, s'il faut remonter la filière, nous pouvons nous dire sans crainte d'être contredit que cette situation était tout à fait prévisible. C'était préparé par le camp de la majorité. Lorsque il s'agit de voir le problème face aux gens de la majorité présidentielle qui ont été invalidés, eh bien là, permettez que je vous dise que ça n'étonne personne, tant il est vrai qu'on l'a toujours stigmatisé, au sein de cette majorité, on sent que c'était une majorité où pratiquement il y avait cette culture-là, disons une majorité qui devait vouer un culte vis-à-vis de certaines personnalités, bien entendu. Cette majorité ne pouvait pas aller n'importe où, ne pouvait qu'obéir à l'œil au doigt de la haute hiérarchie. Et là, ça ne m'inquiète pas. C'est pour raison de discipline, lorsqu'on est lié, on a des obligations. Non, pas du tout, M. José. Mais lorsque même il faut que quelqu'un émette un point de vue quelconque, librement, puisque c'est ça même la clé de voûte de la démocratie, mais on doit, allusion faite à tout ce qui s'est passé au Parlement là, hein, on doit vous donner une ligne de conduite à suivre, que vous devez réfléchir, raisonner de cette façon-là. Vous voyez, à ce moment-là, vous êtes un peu étouffé pratiquement. Vous n'avez pas adopté notre profil pratiquement en dehors de ce qui vous est dicté. C'est ce que nous avons toujours décrié au sein de cette majorité. Comment vous analysez le fait que des gens qui appartenaient à une formation politique, pour ne prendre que le cas du PPRD, vous êtes au PPRD, mais vous n'avez pas eu le quitus de votre formation politique pour vous présenter comme candidat gouverneur, mais de ce facteur, vous vous présentez comme indépendant. Le parti n'est-il pas dans le droit d'écrire à la CENI, évidemment, pour que vous soyez déclassé? Mon contradicteur l'a souligné, ça dépend du règlement d'ordre intérieur, du règlement qui gère le parti en question. Je n'aimerais pas vraiment m'étendre longuement là-dessus. Lui est mieux placé pour connaître ceux qui se sont fixés comme accord au sein de ce parti, de cette famille politique, à savoir la majorité présidentielle. De ce côté-là, je pense qu'on peut lui faire confiance pour tout ce qu'il est en train de dire. Mais au moins, nous remarquons, quand même avec regret, ça il faut le dire, que la majorité n'est pas libre. Nous avons encore une majorité à papa. Une majorité qui n'est là que pour suivre ce qui est dicté. C'est ça l'inconvénient. Dicté par qui finalement, je comprends? Dicté par la haute. Donc il y a une ligne de conduite. Nous avons quand même un état-major où on vous dit qu'il faut ça, personne ne peut aller à l'encontre de ce qui est dicté. Et vous êtes là à obéir, comme je l'ai stigmatisé, au doigt et à l'œil. Et s'il faut revenir peut-être, puisque c'est un cas qui a frappé aussi nos amis les autres partis, les autres partis de l'opposition, et là nous regrettons tout simplement. Pourquoi? Puisque nous sommes en droit de conclure ou de dire tout simplement que
c'est ce qui a fait que ce parti soit dédoublé en quelque sorte. Que la majorité... Pardon? Le dédoublement des partis politiques. Le dédoublement des partis politiques forcés, où on a vu certains partis qui étaient pratiquement dans leur droit, mais on a tout fait pour arracher quand même cet acte d'agrément et attribuer par exemple aux gens qui sont de l'obédience de la majorité. Aujourd'hui, pratiquement, vous conviendrez avec moi que des cas comme ça, on a essayé de mettre pratiquement, de mettre dehors, de les éjecter pratiquement de la liste, et ça c'était prévisible. Pourquoi? Puisqu'il y a quelque chose évidemment qui se prépare. Ça, je dois vous le dire. D'accord. Au regard de fait, M. Roger Matesso, certains politiques, notamment de l'opposition à certaines analystes, doutent même de la crédibilité ou de l'impartialité de la CENI face à la majorité présidentielle, évidemment. Messieurs les journalistes, merci beaucoup. Permettez que je puisse décaper certaines rouilles. Dans les propos de votre collimateur? Oui, dans le propos de M. Adélard. Non, à la majorité, j'aimerais le confirmer ici. Nous sommes libres. Libres de toute opinion. Mais que cette opinion reste dans le cadre des intérêts généraux de notre plateforme, de notre parti et de l'autorité morale. Quant à dire que lorsque je me présente sur ce plateau, j'ai reçu une certaine ligne ou une certaine dictée ou non, je viens très librement. Tout ce qu'il y a est que je suis connu comme tel, nommé communicateur de la majorité, communicateur du PPRD, à ce titre, ayant toutes les informations avec moi, connaissant la ligne de conduite qui nous guide, je viens et très librement, je défends la majorité dans le cadre de cette ligne. Alors, donc, ma question. Nous sommes très libres. Ma question. Là, c'était pour répondre à M. Koufi. Très libre. Vraiment, une liberté garantie. Répondez alors à ma question. À votre question, la CENI ferait mieux de vous dire si elle est inféodée ou manipulée par la majorité. Tout ce que je sais est que le problème, c'est que lorsque les choses sont claires, la CENI ne peut aller outre. Vous savez que la lettre qui a permis à la CENI de procéder à l'invalidation de certaines candidatures émanait de notre secrétaire général de la majorité, Abbé Minakou, qui est juriste de surcroît. Et à côté de lui, il y a le professeur Bouchard, ministre de l'Intérieur, qui est aussi juriste. Alors, vous comprendrez peut-on dire que c'est une stratégie? Vous avez utilisé la loi, vous avez utilisé la loi pour écarter ceux qui ont des ambitions, pour les étouffer. Non, il n'y a pas une stratégie. Pour étouffer les autres. C'est conséquent au lien qui unit la majorité à certains individus. Donc, certains individus ou certains compatriotes feraient mieux de couper le cordon ombilical qui les liait à la majorité et de se prévaloir de la qualité d'indépendant. Agir comme ils l'ont fait, c'est de la supercherie qui a tout simplement été dénoncée. Et comme la CENI est composée des hommes intègres, ils n'ont pu que constater cette... Vous parlez de leur intégrité alors que l'opposition doute la crédibilité de la CENI au jour d'aujourd'hui. Ils seraient en train d'obéir à la majorité. L'autre jour, je ne sais pas si c'est avec vous ou si c'est avec votre confrère, parlant de cette opposition, je suis allé même plus loin que cette opposition douterait même de la déité de Dieu. C'était ici. C'était ici. Voilà. Donc, elle doute de la sainteté du pape, elle doute de tout le monde. Alors, je suis en train de parler de Dieu lui-même. Cette opposition peut douter de sa déité. Donc, messieurs les journalistes, cela ne nous surprend pas. Moi, je dis tout simplement que la CENI, étant composée des hommes intègres, elle est indépendante, c'est ça. Elle a juste constaté la supercherie et elle a agi
conséquemment, c'est-à-dire elle a invalidé. D'accord. Il y a une lettre aussi qui a été écrite par l'opposition qui demande l'invalidation de certains candidats, notamment des commissaires spéciaux, au motif que ceux-ci sont des fonctionnaires de l'État qui n'auraient pas démissionné en amont et qu'il fallait en aval les invalider aussi. C'est la lettre de l'honorable Christian Mandou. D'accord, on revient à vous, M. Koufi. La Commission électorale nationale indépendante, aujourd'hui, pour qui l'opposition, une frange de l'opposition, doute de sa crédibilité par rapport à certaines décisions qui sont prises face à la majorité présidentielle. Est-ce que c'est votre avis? Tout à fait, c'est notre avis. Ça a toujours été ça, notre avis. Vous savez, aujourd'hui, cela est démontré quand même noir sur blanc que la CENI est un bras séculier du régime en place. Bras séculier. Vous avez, oui, un bras séculier, évidemment. La CENI ne fait que, en quelque sorte, n'est là que pour exécuter ce qui est recommandé par le pouvoir. La preuve est là. Aujourd'hui, revenons sur le dossier qu'on a toujours décrit. La CENI vous dit, écoutez, la CENI vous dit, non, voilà, il se pose un problème du facteur temps, en quelque sorte. Hein, un problème du facteur temps. Et pour la CENI, tout est conditionné. En ce qui concerne l'élection du chef de l'État, cela est conditionné évidemment par le nettoyage du fichier électoral. Alors qu'il y a de ces organisations ici, plus spécialisées même que la CENI, notamment l'OIF, si je ne me trompe pas, qui ont eu à démontrer noir sur blanc que dans cette période de temps ici, dans cette période de temps ici dans laquelle nous nous situons, avant d'arriver à la date fatidique du 20 décembre, il y a toujours possibilité d'organiser les élections en bonne et due forme. Mais notre ami a dit quoi? Notre ami, le numéro 1, c'est Corneille Nangaa, nous parle évidemment d'une période au moins 14 à 17 mois. Vous voyez un peu. Alors qu'il y a des gens qui considèrent ça. C'est une question technique, M. Koufi. Pardon? C'est une question technique, la CENI étant non. Quand vous parlez d'une question technique, vous avez même suivi la déclaration de l'envoyé spécial des États-Unis dans la région des Grands Lacs, qui vous a dit qu'il y a une crise qui se profile à l'horizon. Et cette crise n'est pas, comme on ose faire voir aux gens, n'est pas d'ordre technique, mais elle est d'ordre politique. Alors, vous avez suivi. Comment résoudre, si la CENI aujourd'hui vous doutez de sa crédibilité, comment vous allez résoudre cette crise finalement? Non, écoutez, le problème qui est là, c'est vrai, comment résoudre? Mais nos amis devaient nous aider tout simplement à pouvoir se rebiffer un tout petit peu et aller tout droit aux élections, évidemment, mais il y a quand même si on parle en termes des gens, des nouvelles majeurs, des nouveaux majeurs, c'était tout à fait normal. Je crois qu'en cette période ici, qu'on est en train d'aller de report en report et tout ça, cette période qu'on est en train de tuer là comme temps, je crois qu'on a... Devait être consacré à l'enrôlement des nouveaux majeurs. Et puis, j'ajoute en disant, vous savez, ça me ramène un peu à ce fameux glissement ou la glissade même. Vous savez, la stratégie pour nos amis se situe à quel niveau? On s'est rendu compte que non, en tout cas, ce n'est pas possible face à la réaction populaire, à la réaction de la population qui est vraiment aux aguets aujourd'hui et qui ne voudra en aucun cas qu'on puisse arriver à revoir un quelconque article de la Constitution. Et puis la stratégie a changé avec nos amis. Il fallait absolument... Non, c'est ce que je dis, je vous rappelle le processus. Cette parenthèse-là. Tout à fait. Maintenant, ils ont estimé que dans cette période-là, il n'y avait pas moyen de damer le pion à la population, qui est vraiment aux aguets. Il fallait quoi? Il fallait maintenant étrangler. Il fallait asphyxier la CENI en lui privant de moyens indispensables pour l'organisation des élections. Puis c'est ça même la condition. Et dès que cela sera fait, et c'est déjà fait d'ailleurs... Pour vous, la clé de ce glissement, c'est la majorité qui a utilisé la CENI, c'est ça? Tout à fait, tout à fait. Et tout ça, tout ce que nous sommes en train de vivre ici, comme l'Italie d'opération, on vous dit non, voilà, il y a ça, même pour l'élection des gouverneurs ici. Qu'est-ce qui a empêché nos amis à pouvoir associer aussi, au même moment, l'élection des sénateurs? Puisqu'ils estiment que non, on n'a pas suffisamment de moyens. Et même quand on parle en termes de moyens, M. Roger est là, je crois qu'on nous a dit ici que non, on n'a pas suffisamment de moyens pour organiser il y a quelques jours seulement. Même s'il y a des libéralités par-ci, par-là, qu'on est en train de donner, etc. Mais aujourd'hui,
subitement, on dit qu'il y a des moyens pour l'élection des gouvernements. Et vous insinuez quoi? Vous insinuez quoi? Il n'y a pas de volonté politique, c'est ça? Il n'y a pas de volonté politique, M. José. Nous l'avons toujours décrié. Il n'y a pas cette volonté politique de pouvoir organiser les élections. C'est ça le mal dans ce pays. On revient à vous. Hein? Et tout ça, ce sont des manœuvres dilatoires pour aller tout droit vers le glissement. Et on vous amène tout droit. On vous fait baigner dans cette piscine-là du glissement. C'est ça. Manœuvre dilatoire vers un glissement. La majorité utilise la CENI comme bouclier. Je crois que j'ai aimé aussi Thomas Lokondo lorsqu'il a décrié, c'est un grand cadre de la majorité. Lui-même a constaté cela, même un certain moins. C'est peut-être une forme de frustration. Non. Avant Thomas, c'était le G7. Thomas Lokondo. Non, c'est là que je dis qu'il n'y a pas de démocratie au sein de la majorité. Avant Thomas Lokondo, c'était le G7. Cette démarche. Qu'est-ce que vous voyez? Il y a peut-être encore de frustrés au sein de la majorité. Frustrés, je ne pense pas, mais de toute façon, moi je voulais voir les choses avec l'œil de quelqu'un, d'un démocrate. C'est-à-dire, nos amis ne veulent jamais qu'il y ait débat. C'est quand quelqu'un voit les choses autrement, et c'est ça, c'est fini, il est mal vu. Il est mal vu. Il est donc... Vous utilisez la CENI finalement comme un bouclier pour un glissement. Non, laissez-moi un peu sourire, puisque le sourire aussi, ça détend. Je viens d'entendre un mot tout de suite. Subitement, le gouvernement a des moyens. Non, ce n'est pas subitement. Mais c'est quoi finalement? L'arrêt de la Cour, c'était au mois de septembre. La Cour a enjoint au gouvernement de disponibiliser coûte que coûte le moyen à la CENI pour l'organisation de ces élections. De septembre jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas de subitement. On a cherché, on s'est soumis à l'arrêt de la Cour, on a cherché, et on a trouvé ces moyens qu'on a mis à la disposition de la CENI, ainsi que. Donc il n'y a pas de subitement. La date fatidique, mon frère Koufi. C'est une date ordinaire. Vous voyez le 20 septembre 2016 comme une date fatidique. Oui. Je vous tranquillise. Comme je me permets de tranquilliser tous les téléspectateurs. Fatidique parce que... Joseph Kabila, au pouvoir, le 20 décembre, va sécuriser tout le monde. Ça veut dire quoi? Le soleil, le 20 décembre 2016, s'élèvera à l'est, se couchera à l'ouest. Je présume qu'il n'y aura même pas une tache de nuage. Le ciel sera clair. Donc, il n'y aura pas élection, c'est ça? Il n'y aura pas de date fatidique. Donc, il n'y a pas de date fatidique. Il n'y aura pas élection, c'est ça? Je veux dire qu'il n'y a pas de date fatidique. Fatidique, oui, c'est mais élection, il n'y en aura pas. C'est ça. C'est une date ordinaire. Vous n'avez pas où le répondu à ma soleil question, se couchera à l'ouest. Il n'y aura pas élection, c'est ça? Si c'est une date normale. J'y arrive tout de suite. Fatidique puisqu'elle consacre tout simplement l'alternance au sommet de l'État. C'est dans cette optique-là que je m'exprime. Ça, c'est encore utopique. Je vais y arriver, M. Koufi. M. Koufi dit ici, quand il a commencé son intervention, ça a toujours été ça, notre avis, que la CENI était le bras séculier de la majorité. M. Koufi. Quelle contradiction dans vos propos. C'est vous, l'opposition, qui proposant comme alternative au dialogue, vous nous disiez qu'il faille ou qu'il fallait une tripartite avec la CENI. De quelle CENI parlez-vous? La même qui est bras séculier, la même qui est inféodée. Vous voyez, mon cher frère, qu'il y a des contradictions flagrantes, qui font que le peuple risque de ne plus vous prendre au sérieux. Parce que vous traitez la CENI d'être inféodée. Et vous proposez comme alternative au dialogue qu'on aille à la même CENI. C'est comme qui dirait un insensé. Il a un problème avec la terre. Il va aller se plaindre auprès de la terre litière. En Swahili, j'aime ça. Huku naenda kuchongea bulongo kukishukuru.
Répondez à la question. Dois-je parler d'une turpitude? De l'élection. Je n'aime pas de tels mots, je le rejette. Parlez maintenant de l'élection par rapport à ce qu'il a dit de la date fatidique. Le 20, ce sera un jour normal, sécurité, tout ça. Mais vous oubliez l'aspect qui concerne l'élection. Normalement, est-ce que vous voulez tout de suite affirmer, tout compte fait, il n'y aura pas d'élection dans le délai constitutionnel? Messieurs les journalistes, Monsieur Adélard venait de nous parler des organisations mieux aguerries. Et il a cité l'OIF. L'OIF, à ce que je sache, c'est une organisation internationale pour la francophonie. Elle est aguerrie dans l'organisation des élections. That's a question. Ça, c'est là la question. Non, il y a des spécialistes là. Parler de 4 mois, par exemple, s'il y a volonté politique. Il parlait de 4 mois. Il parlait de 4 mois se basant de préalables de ce moment-là. Avec des préalables actuels, je mets quiconque au défi, qui rappellerait encore les mêmes experts de l'OIF, qu'ils viennent intégrer les préalables actuels et qu'ils me parlent de 4 mois. Donc il changerait de langage. Il changerait de langage. Il changerait de langage parce qu'aujourd'hui, il y a de nouveaux majeurs. Vous l'avez suivi. Adélard l'a soulevé. Et je suis tout à fait d'accord avec lui. On ne peut pas priver le droit de vote à autant de compatriotes. Mais ils seront enrôlés quand finalement le jour sont entrés dans ce régime. S'il vous plaît, les jours sont en train de passer. Ces jours qui passent sont à l'avantage d'un camp. C'est quel camp? Monsieur Koufi les connaît. Alors, messieurs les journalistes, avec les nouveaux préalables, l'UDPS par exemple, elle propose, pas sans tort, sans raison d'ailleurs, c'est-à-dire, elle propose avec raison qu'on puisse reconfigurer la CENI. Je suis tout à fait d'accord qu'on y aille. Ça profite sur le plan timing. L'UDPS encore, elle propose qu'on puisse que les étrangers puissent prendre part la médiation internationale. Les Congolais de la diaspora. Les Congolais de la diaspora, voilà, c'est ce que je voulais dire. Les Congolais de la diaspora puissent aussi être électeurs. Il faut les enrôler. C'est-à-dire, nous devons aller chercher, enrôler le Congolais qui se trouve à Osaka, au Japon. Ça prendra suffisamment de temps. Je ne sais où, en Chine, je ne sais où, en Malaisie. Au regard de tout ça, vous allez conclure tout de suite qu'il n'y aura pas d'élection dans le délai constitutionnel. Je ne conclue pas encore. Allez-y. Laissez-moi un peu relever. Faites-le rapidement parce qu'on va donner aussi le temps à votre co-débatteur. Monsieur Koufi va parler tout de suite. Donnez-moi 30 minutes. 30 secondes rapidement. Je lui en donne 30 secondes. Je vais lui en donner 30 secondes rapidement. Oui. Monsieur Koufi va parler tout de suite. Messieurs les journalistes, vous voyez qu'elle-même, la CENI, aujourd'hui, elle était ici par la bouche de Bassengé Zikantitima, vice-président. Corneille Nanga l'a dit à Matadi, l'a dit à Bukavu, que étant donné que le fichier électoral est corrompu, étant donné la subdivision administrative qui fait que les adresses ont changé, il est impérieux qu'on puisse faire un enrôlement général. C'est-à-dire, étant donné que les matériels ont été volés, par exemple, les kits électoraux ont été volés emportés même à l'étranger, où on est en train de dupliquer des cartes d'électeurs. Il était impérieux qu'on puisse procéder à un enrôlement général pour avoir de nouvelles cartes. Alors, messieurs les journalistes, au regard de tous ces préalables, de toutes ces opérations préélectorales, monsieur Koufi peut confirmer devant les auditeurs qu'il y aura élection cette année. Qu'il le confirme. Votre confirmation. Merci beaucoup. Je sais que tout compte fait, s'ils me demandent de pouvoir confirmer, c'est plus qu'ils ont réussi à bloquer.
à bloquer, Amen. à mettre la main sur ce qu'on appelle cette manivelle-là, très sensible si vous voulez. Et c'est ce que je disais tout au début, là, que tout ce temps ici, nos amis ont utilisé pas mal d'artifices pour essayer de faire passer le temps. Ils ont misé sur ça. La débâcle électorale dont nous sommes victimes, nous de l'opposition ainsi que la société civile, est fonction ou trouve sa justification dans deux facteurs que je peux avancer jusque-là. Le facteur moyen. Aujourd'hui, Moukouba Mateso est en train d'applaudir. Pourquoi? Puisque on nous a tourné en bourrique tout ce temps ici. Ça, je reconnais. Pas la majorité. Pas la majorité présidentielle. En invoquant le problème relatif, à quoi? Aux moyens. Même si aujourd'hui me dit, il venait maintenant de disponibiliser les moyens. Est-ce que c'est ce pays qui manquait le moyen pour organiser des élections? Pas du tout. Peut-être que ça n'était pas budgétisé. Non, mon cher ami. Aujourd'hui, une parenthèse. Nous avons M. Luzolo Bambi, qui est une grande personnalité que vous connaissez. Comme représentant du chef de l'État en matière de ce que vous connaissez, la lutte contre la corruption, tout ça. Par le truchement ou la bouche de son porte-voix, il a dit tout haut que le pays, chaque année ici, il y a au moins 15 milliards de dollars qui se volatilisent. On se demande où va cette enveloppe. Donc, chaque année, alors que nous avons un budget de... Nous avons un budget... Tout ça, mon cher, c'est préparé. Mais vous conviendrez avec moi qu'on n'avait nullement pas l'intention de pouvoir organiser ça. Donc, on a joué sur la corde sensible. On est allé même avec cette histoire, cette monstruosité juridique. Et non, il faut créer c'est pas moi, les commissaires spéciaux pour 2-3 mois. Mais qu'est-ce qui milite aujourd'hui en faveur de la disparition maintenant brutale de ces commissaires spéciaux? On va vous dire aujourd'hui que non, voilà, et nous trouvons, puisque j'ai suivi même un certain Moïse du PPRD, son chef, Moïse a dit, puisque nous nous sommes rendus compte que nous étions en inadéquation avec la population n'a pas aimé cette démarche, voilà pourquoi la démarche ici, maintenant de l'élection des présidents, des gouverneurs, s'inscrit dans la logique de la correction qu'on veut apporter. Et ça, je voulais dire au Vématesso, on ne gère pas par le principe d'essai et erreur. Ça relève de l'amateurisme. C'est ce qu'on a toujours décrié dans l'amateurisme politique, dans le camp de la majorité. Vous observez un peu, nous sommes devenus aujourd'hui tel un paquebot tanguant. C'est-à-dire à tout moment là, on bascule à gauche et à droite. On n'a pas la maîtrise du gouvernail. Si j'étais, je ne sais pas moi, un poète, j'allais dire que le Grand Congo est devenu un vin ivre. Vous comprenez? Et si j'étais un batelier ou un marinier, j'aurais pu dire tout simplement que le pays est devenu un bateau tanguant, c'est-à-dire un grand paquebot de Congo. Il y aura élection dans le délai, selon vous, où le glissement est déjà consommé, selon vous. Par rapport au fait, le problème a été créé. Non, vous suivez-moi d'abord, oui. Quand il faut reconnaître que, je dis ici que non, le problème c'était de nous tourner en bourrique, n'est-ce pas? À malin et demi. Nous disons, organisez-nous ces élections-là. Vous comprenez? Quel que soit ce que vous voulez faire là, puisqu'on sait d'avance que eux, ils misent sur cette corde sensible dont j'ai parlé en termes de moyens. Or, en ne voulant pas mettre le moyen à la disposition de la CENI, il se pose un autre problème, un autre facteur sur lequel ils sont en train de miser, c'est quoi? C'est la planification. On ne planifie rien du tout. Nous y allons comme ça. Et aujourd'hui, on est en train même de saucissonner le processus électoral. On vous présente maintenant, on vous dit, allez-y maintenant, et vous devez maintenant voter les gouverneurs. Alors qu'il y a peu seulement, on nous a présenté ce monstre juridique, qui sont les commissaires spéciaux, qui sont là, qui sont en train de tourner les pouces. Aujourd'hui même, on vous dit, non, voilà, même les commissaires spéciaux, ce seront d'office des candidats. Des choses qui n'ont rien à voir avec la Constitution. Merci, voilà un peu. Je reviens à vous. Je suis en train de dire à Matesso que nous avons quand même si vous partez aujourd'hui du pouvoir, on va garder quand même un souvenir amer de la majorité. C'est quoi? C'est que vous êtes spécialiste en matière de violation des principes démocratiques. D'accord. C'est ça. Alors, un petit commentaire, parce qu'on veut évoluer, on veut parler Ban Ki-moon, la question qui va marcher de pair avec le dialogue. Tout à fait, mon cher journaliste. Je viens de suivre ici, on a cité les noms d'un estimé collègue
qui n'est pas du tout mon chef, c'est un collègue, l'honorable Moinzé, qui est communicateur comme moi, lui pour la majorité au niveau de Kinshasa et moi pour la majorité au niveau de la province. Du Grand Katanga. Je ne l'ai pas personnellement suivi, qu'il ait parlé d'une certaine inadéquation avec la population et qu'il fallait corriger. Moi, je ne l'ai pas personnellement suivi. S'il l'avait dit, peut-être c'est un lapsus linguistique. Ici, je donne la précision. Oui. Le problème des commissaires généraux, les commissaires spéciaux, vous-même, vous ne savez pas maîtriser la population. N'était pas en inadéquation avec la population. Parce que cette population a donné le pouvoir au magistrat suprême, lequel l'a délégué à la Cour constitutionnelle, et ces arrêts de la Cour, comme les arrêts de toutes les juridictions juridiques, ces arrêts sont rendus au nom du peuple. Donc, cet arrêt qui sous-tend la création des commissaires spéciaux, c'est un arrêt que le peuple s'est approprié. Tout simplement ça. Et on ne pouvait pas faire autrement que de combler cette vacance en attendant que le formel soit fait. Le formel, c'est l'élection du gouvernement. Qui aura lieu bientôt. 3 mois seulement. Oui, 3 mois. Une aventure de 3 mois. 3 mois seulement. 3 mois seulement. C'était dit comme ça. Un commentaire, on va transitoire. Monsieur Koufi relève que le bateau est en train de tanguer. Non. Le bateau ne tangue pas. Il fait quoi? Non. Parce que le capitaine, qui est le président Joseph Kabila, est serein. C'est ce qui me permet d'ôter le doute que vous aviez sur ce que vous appeliez la date fatidique du 20. Je vous ai dit avec beaucoup d'assurance. Je me suis expliqué. Parce que le capitaine de ce pays est serein. Je l'observe qu'il est serein. Ce qui me permet de vous donner toutes les assurances qu'il n'y aura absolument rien par rapport au la date est fatidique puisque nous attendons jouer notre rôle aussi, c'est-à-dire alternance au pouvoir, nous sommes sûrs maintenant de remporter. Et comment? C'est ça même le sens du fatidique. Il a aussi relevé l'essai-erreur. Oui, je peux l'admettre en partie. En partie, je peux l'admettre. Et M. Koufi, je suis un pédagogue. En pédagogie, l'une des méthodes rigides pour apprendre à l'enfant, c'est le learning by doing. C'est ça. Et vous voulez nous dire que vous êtes des enfants, vous? Ils sont en train de... Non, non. Ça veut dire... non, non. Apprendre à ça, nous sommes d'accord. Nous le sommes tous. C'est-à-dire que... Appliquer ça dans ce contexte ici... Non, non, s'il vous plaît. Oui, allez-y. Vous avez relevé cela, croyant que c'était un péché. C'est ainsi que je vous rétorque. Pour vous vanter... Dans la gestion d'une nation... Pour vanter... La gestion d'une macroéconomie nationale... Ce principe-là est applicable, M. Roger Matisson. Le learning by doing existe partout au monde, dans la mesure où, par exemple, je vous dis, en France, quelques mois, pas plus tard qu'au mois d'octobre, Hollande a été obligé de proposer une révision constitutionnelle parce que les faits étaient là. L'ont contraint. Le terrorisme. Et là, il y a aussi à relever quelque chose, M. Koufi. Rapidement. Puisque l'opposition et la majorité, nous avons le Congo en commun. En commun. Tout à fait. Et l'exemple du duo Hollande-Sarkozy, qui ont en commun la France et les intérêts de Français, doit vous inspirer, surtout vous, de l'opposition. D'accord. Vous avez vu que lorsque Paris a été plongé dans ce deuil, Sarkozy était à côté de Hollande. Hollande a pris des décisions qui s'inscrivaient dans le cadre de ce qu'on appelle l'effet pressé de la loi, c'est-à-dire il a instauré un état de siège, il a pris des mesures rigoureuses
qui allait être régularisé par la révision constitutionnelle, je n'ai suivi personne, même pas Sarkozy, relever ou faire observer quelque chose de négatif. C'est-à-dire qu'on a mis l'intérêt de la France et des Français en avant. Merci. C'est ce que je vous conseille. Merci. Alors, on va enfermer ce magazine par la dernière question. On parle de Ban Ki-moon. D'ailleurs, cette question qui va marcher de pair avec le dialogue. Ban Ki-moon qui dit avoir obtenu des politiques congolais, majorité opposition bien entendu, tous ceux qui l'ont rencontré, une assurance de participer au dialogue. Il a également félicité le chef de l'État de continuer dans la démarche d'avoir un dialogue inclusif. Votre lecture. Merci beaucoup, M. José. Qu'il nous soit permis de vous signifier d'emblée que les paroles de Ban Ki-moon ne doivent pas être considérées comme des lettres d'évangile. Oh, n'est-ce pas? Non, suivez-moi. C'est une personnalité qui est à la tête d'une institution importante et ce qui nous lie, c'est le partenariat avec les Nations Unies. Et ici, je crois que Mkouba ne va pas me contredire, puisque ce sont eux qui ont toujours avancé cette délégation, qu'ils sont libres, ils sont indépendants, tout ça, de toute contrainte, n'est-ce pas? Alors, Ban Ki-moon en soi, quand vous suivez ces propos, ces déclarations, il n'y a pas... Ce sont des propositions, ou disons des déclarations qui ne contrarient pas du tout la réalité sur le terrain pour nous, de l'opposition. Pourquoi? Puisqu'il a dit, comme vous l'avez souligné, qu'il a plaidé pour l'organisation d'un dialogue inclusif, un dialogue qui doit unir plutôt que de désunir, et cela en vue de déboucher tout droit à un consensus national devant nous permettre, nous faciliter l'organisation des élections libres, indépendantes, transparentes, que sais-je encore, n'est-ce pas? C'est ça même la finalité. Mais, et ce mais très important, dans la stricte observance du prescrit de la loi. C'est-à-dire de la date, oui. Quand je parle de la date fatidique, ça fâche un peu mon grand frère. Non, ça veut dire dans le délai constitutionnel. Écoutez, soyez mon rapporteur même au sein de la majorité. Je sais que vous êtes tellement trop agité ces derniers temps. Mais je le dis, la date fatidique doit être comprise ici comme étant... Oui, tout à fait. Quand je parle de la date fatidique, pour nous, nous attendons ça, un peu comme les chrétiens qui attendent l'arrivée de Jésus. C'est-à-dire, nous brûlons d'envie de diriger aussi ce pays. C'est ça notre rôle en tant qu'opposition. Et je crois que vous n'allez pas nous contrer et nous refuser cela. C'est votre droit. C'est cela. Quand quelqu'un attend, même quelqu'un, un fiancé, sait que non, je vais prendre à juste note une fiancée, tel jour. Je crois qu'on arrive même à maigrir. C'est le moment au cours duquel on se prépare, on se dit voilà, je vais passer quand même une nuit de noces confortable, peut-être découvrir aussi ce que je n'ai jamais découvert dans la vie. Voilà. J'étais en train de dire, rappelez-moi un peu. C'est par rapport à Ban Ki-moon. Ban Ki-moon, voilà. Ban Ki-moon n'a pas contredit l'opposition. Et puis il y a un aspect non de moindre qu'il faut retenir, José. Chaque fois, vous en tant que journaliste, écoutez, même le vieux Matesso doit retenir une chose. C'est-à-dire, lorsque Ban Ki-moon a pris comme diplomate, un grand diplomate, dès qu'il se présente quelque part, il y a ce que moi j'ai toujours qualifié de non-dit. La face qu'il peut vous présenter, faites ça, faites ça, faites ça. La face cachée. Mais il faut surtout, en tant que politique, il faut surtout miser sur l'autre face cachée. Qu'est-ce qu'ils se sont dit? C'est là que je me dis, je peux m'empresser de vérifier. Comment le décrypter? Bon, peut-être qu'ici, le vieux est déjà très content là-bas, non, puisque Ban Ki-moon nous a rejoints, et c'est tout le monde qui dit ça. Non, je dis. Quand je me fâche, vous dites, je me fâche. Quand je souris pour des travaux, vous dites. Laissez-moi vous dire que il est venu, il vous a présenté cette face aux sorties de l'audience, mais moi, en ma qualité de politique, je me méfie de ce qui a été dit, puisque je n'ai pas été présent lorsque ils se sont salués avec le chef de l'État. Qu'est-ce qu'ils se sont dit? Quel est le message qu'il lui a apporté? Mais j'ose croire qu'il ne pourra pas se contredire. Et c'est là que j'ai la ferme conviction, la ferme assurance qu'il lui a certainement apporté le même message, notamment le dernier ici, contenu dans la déclaration conjointe qui a été signée, comme quoi il faut qu'il prenne des dispositions de toute façon
Et la suite, je crois que le vieux Matesso pourra me compléter. Jean-Roger Matesso, Ban Ki-moon à Kinshasa, il dit avoir obtenu l'assurance de l'organisation d'un dialogue inclusif. C'est déjà une lueur d'espoir, selon vous? Tout à fait, tout à fait. Ban Ki-moon a stigmatisé l'incontournabilité du dialogue. Cette incontournabilité qui un dialogue dans lequel vous nous avez plongé, sans le vouloir, mais qui n'aura pas lieu. Non, il est venu... Vous êtes pessimiste, M. Kofi. Il est venu stigmatiser l'incontournabilité de ce dialogue. Dialogue voulu national et inclusif, mais non coercitif. Oh, j'insiste. Mais vous utilisez les méthodes d'une vieille époque. Donc, ce dialogue, les gens au dialogue. Ce dialogue à la table inclusif, de négociation. Mais les magasins scellés. Ce dialogue inclusif. La marche. Bon, allez-y, allez-y. Oui, cette stigmatisation des Ban Ki-moon, c'est pour corroborer les contenus substantiels du communiqué conjoint de l'ONU, de l'Union européenne, de l'Union africaine et de l'Organisation internationale pour la francophonie, qui ont eux aussi abondé dans le même sens de soutenir, d'encourager le Congolais de se retrouver dans le cadre du dialogue. Et bien avant eux, c'était le pape François Ier, appuyé par l'Église catholique. L'Église catholique qui s'est déplacée par le truchement de la Senko, où on a remarqué la présence remarquée et remarquable du cardinal Monseigneur Monseigneur, lui-même en personne. Que vous avez détesté. Non, nous ne sommes pas comme vous, Allez-y, qui détestez même Dieu. Hein? Ceux-ci ont été talonnés par les églises de réveil, avec le pasteur Kankienza. Donc, et aujourd'hui, c'est tout le peuple congolais, à travers la société civile, qui s'élève comme un seul homme ce samedi pour soutenir le dialogue, pour pousser le chef de l'État à convoquer le plus rapidement possible ce dialogue. Il fait passer un communiqué ou comment? Non. Vous parlez de samedi, le samedi il y a marche. C'est une actualité. Allez-y, il faut facturer ça. C'est un communiqué. C'est une actualité. Mais si moi je voulais demander que les gens marchent, on ne va pas admettre ça. Monsieur mais c'est la société civile qui organise. Hein, Monsieur Koufi, tout ceci avec comme cerise mise sur le gâteau, qui est cette manifestation de samedi, cette grandiose manifestation. Tout ceci, bien sûr, avec cette cerise, cristallise ma conviction que ce dialogue est imminent. Ce dialogue est vraiment pour très bientôt. Parce que vous, les journalistes ou l'opinion, vous prennent à tort ou à raison pour des gens qui refusaient le dialogue. Moi, je dis, avec précision d'ailleurs, que vous ne refusez pas le dialogue. Vous êtes tout simplement des dialoguephobes. Ça veut dire quoi? Les gens qui ont peur du dialogue. Parce que... Ils n'ont rien à dire au dialogue. Parce que n'ayant aucun argument à présenter. Par exemple, le G7. Rapidement, nous n'avons plus de... Oui, je termine, je chute déjà. Le G7, qu'on appelle par une autre opinion, les conspirateurs, les 7 conspirateurs. Pas vous. Non. Une autre opinion, on les appelle conspirateurs du groupe des 7. Ceux-là ont tout simplement peur d'être devant nous parce que nous allons les mettre à nu. Non, mais ils disent que vous, d'abord, vous êtes un problème. Comment devraient-ils venir discuter avec vous? Argument vous êtes d'abord vous-même par rapport au cahier des charges, jusque-là, retenu pour ce dialogue. En ce qui concerne les autres, là, qu'on appelle... la dynamique. Le Front citoyen, la dynamique... Quelqu'un disait parler de la dynamite pour le chaos, les gens de Gorée, là. En ce qui concerne les gens de Gorée... Nous n'avons plus de minutes, monsieur Roger Matesso. Eux ne veulent pas du tout du dialogue puisqu'ils sont dans un schéma révolutionnaire. D'accord. Prendre le pouvoir par la force
prendre le pouvoir par le chaos. Je reviens auprès de vous pour un résumé. On va c'est juste pour terminer avec les autres là qui s'appellent le Front je vous accorde citoyen. 2 minutes pour un résumé. Vous allez ramasser tout ce qui a été dit. Et peut-être une réaction par rapport à ce qui a été dit par M. Roger Matesso. Rapidement, dans 2 minutes, on va refermer. Sur le pas de G7 comme conspirateur, des gens sans cahier des charges normal. Je vais lui demander. Sans argument. Sans argument. Je vais lui demander d'avoir un minimum de condescendance vis-à-vis de ces citoyens congolais courageux. Et au moins ont pris le courage de trahir. Pratiquement. De trahir. Non, suivez-moi, laissez-moi d'abord. Son résumé, c'est pas n'importe qui au stade actuel, c'est pas n'importe qui peut s'offrir le luxe de quitter cette majorité sans difficulté. Vous comprenez? Mais au moins, se sont rendus compte que le péché qu'ils ont commis, selon le vieux Matesso, c'est quoi? C'est le fait d'avoir remarqué qu'il y a un complot, c'est qu'il a utilisé le mot conspirateur, c'est un complot organisé contre la population en cherchant à modifier la constitution, en cherchant à briguer notre mandat, en cherchant à aller au-delà du mandat requis. Alors, ces citoyens courageux ont pris quand même, ont levé l'option en faveur de quoi? De la démocratie. L'épanouissement des valeurs démocratiques et se sont dit nous clapons la porte. Pourquoi? Puisque vous voulez faire ce que le peuple ne veut pas. Là, chapeau bas, ce sont des gens qui méritent quand même de respect. Le cahier des charges, ils en ont tous ces jours ici, je crois qu'ils sont en train de... Par rapport à l'élection des gouverneurs, par rapport à l'élection des gouverneurs, mon cher ami, je vous ai dit, écoutez, cette élection-là des gouverneurs, en principe, ce n'est qu'une façon, un artifice, comme je ne cesserai jamais de le dire, pour pouvoir opérer, tuer le temps et nous amener tout droit vers la glissade qu'on est en train de... Et aujourd'hui, ces gouverneurs, posez-vous la question de savoir, ils vont évoluer pour le compte de quel quinquennat? C'est le quinquennat ici qui va toucher à sa fin le 20 décembre, date fatidique, ou encore... Date ordinaire ou fatidique? Fatidique par rapport à nous. Nous attendons ça. Allez-y. Ou encore, c'est l'autre quinquennat qui arrive, le quinquennat après, avec un autre chef de l'État. C'est ça la question qu'il faut se poser. Mais au moins, je pense que nos amis vont finir par comprendre que quoi qu'ils sont en train d'utiliser n'importe quelle méthode, des méthodes peu orthodoxes, peu catholiques, mais je vous dis que nous allons finir par arriver quand même à obtenir gain de cause dans tout ce que nous sommes en train d'entreprendre comme démarche. Ça, c'est tout à fait normal. Mentez, il en restera toujours quelque chose. Et par rapport à Ban Ki-moon, par rapport Ban Ki-moon, évidemment, Ban Ki-moon, je sais que, je reviens sur ce que j'ai dit ici, que non, écoutez, Ban Ki-moon, c'est une personnalité. Mais je préfère, au lieu de parler encore de Ban Ki-moon, comme je l'ai dit, il est venu, il a apporté un message. On ne sait pas vraiment dans l'ombre s'il faut s'inscrire dans la logique diplomatique, ce qu'ils se sont dit, mais au moins nous sommes conscients. Mais au moins je vais m'atteler au niveau du pape, puisqu'on nous a maintenant vanté le pape ici, qu'il a fait ceci, il est pour le dialogue, autant que la solution, et autant que le pape est occidental, autant que la solution ne viendra pas du pape, pratiquement. Et je vais peut-être finir en disant ceci pour la manifestation de ce samedi. Je viens de l'apprendre, ce n'était pas le cadre indiqué pour pouvoir parler de cette manifestation. Si moi, Adela Koufi, j'ai demandé aussi au mieux de pouvoir organiser une marche aujourd'hui, vous connaissez vous-même ce qui se passe aujourd'hui. Et il n'y a qu'une partie, et c'est la majorité. Pas la majorité qui organise la marche. Non, mais la société civile ici, mais je vous dis, soyez rassurés qu'il y a des gens de la majorité à l'intérieur. C'est une société civile vous devez être là en tant que pasteur. Tous les pasteurs de l'Oumbachi seront là. Pas question. Vous êtes cordialement invités. Je sais que vous avez la latitude d'organiser, vous êtes au pouvoir. Et c'est votre voix qui passe facilement. Si j'introduisais ma lettre à la mairie ici à Lubumbashi pour l'organisation d'une marche, je vous dis, je mets mon petit doigt à couper. On ne m'accordera jamais. Monsieur Roger Matesso, 2 minutes, on termine, nous n'avons plus de minutes. 30 secondes. Allez-y. D'ailleurs, ça va nous permettre de gagner le temps. 30 secondes. Chers compatriotes, mon frère Koufi, messieurs les journalistes, le Congo est semblable au corps humain dont les membres sont en duo, 2 jambes, 2 bras. Je m'arrête seulement là. Et vous comprendrez avec moi que les 2 bras, les 2 jambes ont en commun le corps humain. Alors, tout comme le corps humain, le Congo a l'opposition et le pouvoir et la majorité.
qui sont semblables aux deux bras, aux deux jambes du Congo. C'est à ce titre que je me permets de constater comment se comportent les deux bras. Jamais les deux bras ne se battent. Les deux bras, par contre, s'assistent. Lorsque un parasite se pose ici, c'est le bras droit qui vient le chasser. Lorsque il y a une attaque extérieure, les deux bras ferment les fronts, le poing plutôt, et combattent l'ennemi qui vient de l'extérieur. Pour ce qui est des jambes, monsieur le journaliste, c'est très important. Voyez comment les deux jambes sont. Quand l'une se lève, l'autre reste en appui. Quand l'une va devant, l'autre reste dans la patience la plus totale, attendant que l'autre s'appuie. Sur le plan politique. Non, vous avez affaire à un moraliste. Sur le plan politique, ce que j'insinue, c'est quoi? Notre opposition, puisque Joseph Kabila aujourd'hui, toute cette attente où les gens le traitent de tout le monde, c'est une attente d'un sage, de quelqu'un qui a réellement besoin de la paix. Et il est en train de réunir toutes les preuves de bonne foi. Et enfin, il agira. Merci. Et il agira vraiment très bientôt dans le cadre de ce dialogue. Merci. Donc, si nous sommes les jambes et les bras du Congo, Monsieur Koufi, retrouvons-nous au dialogue pour aplanir nos divergences. Merci. Voilà, Madame et Monsieur Magazine se referme. Merci à M. Roger Matesso d'avoir accepté de partager avec nous dans ce débat républicain. Je rappelle que vous êtes cadre du PPRD et communicateur à la majorité présidentielle. Tout à fait. Merci à M. Adelar Koufi, cadre de l'opposition politique. Merci d'avoir accepté de venir répondre à notre invitation. Tout le plaisir était pour moi. Merci également à Kouba Matesso. Voilà, ce magazine passe dimanche à 20h30, la rediffusion lundi 14h. Nous passons en temps réel sur des réseaux sociaux, plus particulièrement sur YouTube. Merci de nous suivre. On se retrouve la prochaine fois. Au revoir.